Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui, on va pas repartir pour un petit tour, on va simplement inviter ici même Jean-Gérard Guarino, qui est 5e dan de judo, qui a été l'élève de maître Robert Bogaert au Judo Club de Nice. C'est quelqu'un au parcours intéressant puisqu'il a dirigé pendant de nombreuses années la revue Encre de Chine, qui est une revue qui présente l'activité du judo dans les Alpes-Maritimes. C'est quelqu'un qui a également enseigné le judo en Afrique, donc c'est quelque chose de très intéressant. Son parcours est fait de voyages, il a aussi pratiqué le judo en Corée du Sud et au Japon. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le judo et qui va pouvoir nous en dire plus, à la fois sur le Judo Club de Nice, mais également sur son propre parcours dans le judo azuréen. Allez, je vous laisse de suite avec l'interview et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut! Pour commencer, votre nom, prénom et date et lieu de naissance, c'est Jean-Gérard Guarino et vous êtes né le 13 novembre 1951 à Tunis. Oui. Pour les statistiques, je vous avais demandé la dernière fois qu'on s'était vu le métier de vos parents. Vous m'aviez dit que votre père était responsable du service passage d'Air France à l'aéroport de Nice. À l'aéroport de Nice, oui. Et votre mère a travaillé une dizaine d'années à Cap 3000. Exactement. Elle a travaillé dans quel domaine à Cap 3000? Elle était démonstratrice. Et avant d'être employé à Air France, votre père, il avait un métier à Tunis? Oui, il était électricien chez Couder, l'entreprise Couder de Tunis. Comment est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de judo? Alors, la première fois que j'ai entendu parler, ce n'était pas de judo, c'est de karaté. J'avais 4 ans, peut-être, à Tunis. J'ai éclaté de rire en regardant une bande dessinée où je voyais quelqu'un donner un coup avec le tranchant de la main, ce qui me paraissait moi une aberration. Un coup de poing était toujours donné avec le poing et non pas avec le tranchant. Et donc, j'ai trouvé que c'était une fantaisie et j'ai dit à ma mère, eh bien, j'avais 5 ans puisque mes 2 frères venaient de naître et j'ai dit à ma mère, eh bien, je vais faire du karaté. Elle m'a dit surtout pas, surtout pas. Voilà. Et puis donc le judo, ça a été ensuite en France, j'étais préadolescent. En quelle année vous avez exactement découvert le judo? J'ai été licencié pour la première fois en 1965. Ok, et avant d'être licencié, vous en aviez pas connaissance? Oui, j'en avais une connaissance vague dans les 3-4 ans qui ont précédé, certainement. Vous ne savez pas par quel biais vous en avez? Oui, par le biais des exploits et de la carrure d'Anton Gessing. J'ai encore un numéro très ancien d'un magazine où on le voit s'entraîner notamment à Beauvallon. Et lui, sa musculation, c'est un très grand technicien, mais il faisait de la musculation. Et puis à un moment donné, pour certains, la musculation a paru un petit peu se substituer, je dis bien pour certains, à la technique. Et lui c'est un très grand technicien, et en même temps un colosse, il soulevait des troncs d'arbres à titre de musculation. C'est ce qui a fasciné plus d'un individu et certainement moi-même. Et est-ce que vous vous rappelez du nom du magazine dans lequel vous l'aviez vu? Non, mais j'ai gardé ce magazine, donc je peux le retrouver. Et donc c'est surtout par la lecture, puisqu'il y avait une BD sur le karaté à Tunis, oui, ça, et un magazine ici une fois arrivé à Nice. Exactement. En quelle année vous êtes arrivé à Nice? 1958. Ok. Une fois que vous aviez connaissance du judo, vous n'avez donc pas directement décidé de pratiquer le judo. Vous faisiez du football à l'époque. Mon père, bon footballeur, il était capitaine de l'équipe corporative d'Air France, dans laquelle il y avait Jean-Claude Marie, d'ailleurs l'ancien adjoint au sport de la ville de Nice, m'a mis au Cavigal, club prestigieux. Je pense que dans le sport, il y a une question de maturité physique et mentale, et ça ne devait pas être mon cas. Et je suis convaincu, je n'en sais rien, mon père n'a sans doute pas voulu me vexer, mais je suis convaincu que l'entraîneur lui a dit n'insiste pas, il fera rien en foot. Et j'ai senti qu'il fallait être sérieux. Et à la rentrée suivante, en judo, j'ai tout de suite exprimé une qualité, la seule probablement au départ, l'assiduité. Et cette assiduité a permis de capitaliser dans un club extrêmement technique qui m'a permis ensuite de jouer avec le judo. C'était presque une chorégraphie d'une certaine manière. Vous aviez quel âge? J'avais donc, pour le foot, j'avais 13 ans et j'avais 12 ans et demi et j'avais 13 ans et demi pour le judo. Comment vous avez découvert le club de Robert Bogaert? C'était le seul club majeur à Nice, tout le monde y était passé.
les politiques, les sportifs, les futurs karatékas. Claude Jurka, comme je vous l'avais dit, très grand champion de taekwondo et beaucoup d'autres. Mochizuki fils, Jean-Paul Coche y est passé. Et pourquoi avoir choisi le judo plutôt qu'autre chose? Alors c'est mon père qui m'a proposé. Il a choisi, il m'a proposé. J'ai accepté tout de suite. Ça m'intéressait de toute façon. C'était pas une passion au départ, mais ça m'intéressait. Probablement pour me rendre combatif. Puis parce que c'était déjà pour tout le monde un sport reconnu comme un sport éducatif. C'est une dimension majeure du judo de nos jours encore, heureusement. Et au plan mondial, même au Japon à l'origine. Donc en 1965, vous aviez 14 ans, 14 ans. J'avais presque 14 ans. Et donc c'était monsieur Robert Bogaert qui enseignait. Exactement. Le club était encore situé rue Shakespeare? Tout à fait. Ok. Vous savez en quelle année il a déménagé? J'étais à l'étranger, mais il a déménagé à la fin des années 80, ou au milieu des années 80. Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis. Donc le professeur était Robert Bogaert, et on a parlé la dernière fois de son propre professeur. Vous m'aviez dit qu'il n'en parlait pas beaucoup, voire pas du tout, mais vous savez que c'était monsieur Pelletier, c'est ça? Oui, je pense qu'il a bénéficié de l'enseignement de plusieurs professeurs, y compris de professeurs français, mais je ne peux pas dire si c'était régulier ou par intermittence, etc. Il est certain que Pelletier a été un de ses professeurs principaux. Et vous m'aviez cité la dernière fois messieurs Kawaishi et Awazu, bien sûr, qui venaient régulièrement donner des stages, et même monsieur Bogaert, si je me souviens bien, vous m'avez dit qu'il allait jusqu'à Paris en motocyclette. En cyclomoteur. En cyclomoteur, pour suivre ses stages de... Vous m'avez dit qu'il était très, féru de cyclisme. C'était un très bon, il faisait de la compétition en cyclisme, oui. D'accord, donc quand il était en région parisienne. Oui, comme pas mal de judokas d'ailleurs. C'est un sport d'abnégation aussi, le cyclisme. Certes, vous connaissez d'autres judokas qui étaient versés dans le cyclisme? Eh bien, par exemple, un très bon ceinture noire du judo club de Nice, qui était monsieur Sinagoga, et dont le fils a été un champion au moins régional de cyclisme. Et d'autres, dont le nom m'échappe pour le moment. On va revenir à Maître Bogaert. Comment c'était les premiers entraînements chez Maître Bogaert? Est-ce que vous avez des souvenirs de vos premiers cours Oui, très bien. Alors, l'odeur évidemment de la salle, des judogis, des kimonos, une ambiance moite, hein. Même l'hiver, les fenêtres étaient toujours ouvertes ou entrouvertes. Il descendait sur le tatami, il montrait des techniques. Et ensuite, on les pratiquait avec des plus gradés. Parfois, on était... Vous dites qu'il descendait parce qu'il était à la mezzanine, c'est ça? Il était sur la mezzanine, oui. Donc le dojo était, pour les auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent, le dojo était fait sur en fait 2 niveaux. Il y avait au rez-de-chaussée les tatamis, et ensuite il y avait une sorte de mezzanine sur laquelle Maître Robert Bogaert avait, je crois, son bureau, c'est ça? Exactement. Alors il y avait une porte. D'ailleurs, un très bon judoka, qui a été ensuite le créateur du judo club 06, boulevard Saint-Roch, Michel Maufra, l'évoque dans un texte, et moi je l'avais évoqué pratiquement au même moment, mais d'autres y ont pensé. Tout d'abord, il y avait le déclic de la porte d'entrée, une porte étroite, à double battant, mais un seul était ouvert. Il y avait ce déclic. Quand il y avait ce déclic, on était déjà en train de débuter la séance de judo. Donc on accédait à la mezzanine, il y avait les chiens, un chien de chasse, et Maître Bogaert était assis, donc, ou son épouse. Il notait la présence. On descendait au sous-sol, il y avait 3 niveaux en fait, le sous-sol avec les vestiaires, et puis on remontait et l'entraînement débutait. D'accord. Et Maître Bogaert faisait un salut rituel japonais comme d'autres professeurs ou pas? Non, pas systématiquement. Donc l'entraînement était composé de quelles composantes justement? Il y avait un échauffement, une partie technique, comment ça se déroulait? Ça se déroulait à la japonaise à mon sens, c'est-à-dire qu'il y avait un échauffement, mais l'échauffement était souvent individuel. Et puis ensuite, de manière très classique, très académique, on faisait le Yakusoku Gaiko, c'est-à-dire les mouvements réciproques extrêmement souples, et puis les randori. Avant les randori, bien entendu, il y avait les démonstrations techniques de Maître Bogaert. Il faisait un petit peu effectivement comme les premiers enseignants japonais, c'est-à-dire que les élèves étaient livrés à eux-mêmes pendant la plus grande partie du cours, et lui-même descendait, montrait quelques techniques, et c'était aux élèves ensuite de comprendre ce qui avait été démontré. C'est le souvenir que j'en ai, oui. D'accord, très bien. Alors, on a parlé un petit peu de son épouse, qui était elle-même aussi professeure de judo. Je crois qu'elle enseignait aux enfants ou aux adolescents, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle enseignait régulièrement aux enfants ou aux adolescents? Il y avait un cours tous les soirs. Comment ça se déroulait au niveau chronologique? Oui, il y avait en tout cas un cours chaque fois qu'il y avait les journées de congés scolaires. Mais je n'ai pas souvent assisté parce que moi j'y allais relativement tard le soir. Donc si je comprends bien, il y avait un cours pour les adultes le soir. Oui. Et peut-être qu'avant cela, il y avait un cours pour les enfants dirigé par Madame Bogaert? Exactement. Très bien. Et le soir, les cours se succédaient entre... Il y avait le judo, puis l'aïkido ou le karaté. Et c'était tous les soirs? Oui.
D'accord, très bien. Donc Maître Bogaert, en fait, passait littéralement sa vie au dojo, si je comprends bien. C'était sa vie, c'était son logement, mais c'était surtout sa passion, bien sûr. Il habitait dans le même bâtiment? Oui, dans une chambre, il y avait 2 chambres qui donnaient sur la mezzanine. D'accord, très bien. Donc le bâtiment était en fait plus grand que le dojo lui-même, c'était un peu plus espacé. Un petit peu. Et il habitait là avec son épouse? Exactement. Ok, on a pas mal parlé de Maître Bogaert. La dernière fois, je vous avais demandé s'il avait des assistants ou des gradés au club au moment où vous êtes arrivé. Et vous m'aviez dit qu'à part Madame Bogaert, qui lui servait d'assistant en quelque sorte, puisqu'elle faisait les cours des jeunes, il n'y avait pas d'assistant à proprement parler. Non, il y avait des assistants, il y avait un professeur formidable d'aïkido et de karaté, Michel Rossi, quelqu'un de formidable. Et puis, parfois, les plus hauts gradés en judo ou en aïkido, etc., pouvaient éventuellement assurer un peu un relais. Oui, tout à fait. Parmi les maîtres qui venaient, il n'y avait pas uniquement Maître Kawashi et Maître Awazu. Maître Awazu qui avait un lien amical avec Maître Bogaert. Il y avait également Maître Michigame et Mochizuki. Mochizuki, donc le père Minoru. Le père. Ouais, le père. Okay. Mais le fils s'est entraîné au Judo Club de Nice. Vous m'aviez dit la dernière fois, ça m'a surpris qu'il s'est entraîné 2 ans au Judo Club de Nice. Exactement. Et vous savez pas de quand à quand? Non. Bon, ok. Parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, une partie de la famille de Maître Minoru Mochizuki habitait ici, sur la ville de Nice. C'est ce que m'a appris Guy Buffat. Oui, sa belle-fille, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Je crois. Je l'ignorais. D'accord. Bon, très bien. Pour les entraînements, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous aviez connaissance d'autres clubs quand vous avez débuté, à part le club de Maître Bogaert? Non, je n'avais pas, tout à fait au début, en 1965, je n'avais pas connaissance du tout d'autres clubs. Mais assez rapidement, les années sont passées assez vite, assez rapidement, j'ai eu connaissance, et mon père a évoqué le club de José Alary, Stade Laurentin. J'entendais également parler du CRAM, bien sûr. Le CRAM était le club de pointe en compétition. Le Stade Laurentin l'a été également, la roue tourne. Et donc, j'étais d'une famille de sportifs. Je suis d'une famille de sportifs. Et donc, la compétition était une valeur pour mes oncles, pour mon père, etc. Et mon père m'invitait, me suggérait vivement d'aller également m'entraîner de temps à autre chez José Alary. Je n'étais pas opposé du tout, bien au contraire. Mais peut-être un petit peu indolent, enfin... Je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est de cette manière-là, surtout au début des années 1970, que j'ai commencé vraiment à entendre parler de ces très grands clubs, Stade Laurentin, le CRAM, peut-être d'autres. Alors, je vous demande ça parce que, bon, alors c'est une question que je pose à tous les pratiquants, mais j'ai compris que Maître Bogaert était un petit peu isolé du judo régional ou départemental. Et en général, les gens qui, très tôt dans leur formation, ont découvert d'autres clubs, les ont découvert par le biais de la compétition. Les gens qui, dès qu'ils s'inscrivaient dans un club, commençaient à faire de la compétition, eh bien, ils avaient l'occasion de rencontrer les clubs des villes les plus proches, etc. Mais les gens qui ne faisaient pas de compétition, en général, restaient assez isolés. Et j'ai cru comprendre que Maître Bogaert, dans les années 60-70, il n'avait plus d'équipe. Il ne proposait plus aux jeunes de faire de compétition. Maître Bogaert était un très bon judoka, à mon sens. Un très bon technicien. J'ai eu la chance, nous avons eu la chance, je pense pouvoir parler au nom de certains de mes amis ou camarades, d'apprendre un judo technique qui à un moment donné en compétition a été, il faut bien le dire, en tout cas ça ne concerne que moi, hein, je ne peux évidemment pas généraliser, mais a été, comment dire, dépassé par rapport à un judo qui était devenu plus physique, mais c'était un judo avec lequel on pouvait véritablement, entre guillemets, s'amuser. Cet homme sérieux qui était Maître Bogaert a souffert certainement d'un manque de reconnaissance. D'autre part, il a souffert de la part de certaines personnes, pas tout le monde évidemment, heureusement, d'un manque de fidélité. Et il était presque convaincu que quand un judoka obtenait la ceinture noire chez lui, à peine la ceinture noire obtenue, cette personne allait quitter le club. Intéressant. C'était peut-être l'expérience qui lui avait... Oui, tout à fait. Et j'ai un exemple très personnel à cet égard. Plus que personnel. Mais il n'était pas opposé à la compétition. Simplement, il avait été sensibilisé à... Il n'avait peut-être pas toutes les raisons, mais il n'avait pas non plus tous les torts. Les 2 personnes qui ont relancé la compétition Judo Club de Nice, qui sont de ma catégorie d'âge, sont Jean-Marie Faure, qui est peut-être toujours d'ailleurs conseiller municipal à la Trinité, et Philippe Michel. Ces 2 judokas, qui étaient des personnes très amicales, nous ont incités à attaquer la compétition. Et tout ça était latent. Mon père m'y incitait, ça faisait des années. Et ces gens-là étaient plus expérimentés que vous? Ils étaient venus avant vous? Non, on était à peu près en même temps. Ils n'étaient pas plus expérimentés, mais ils avaient été sensibilisés quelques mois avant nous à la compétition. Et donc, ils nous ont incités, en particulier Alain Ponzanelli et moi-même. Autour de nous,
D'autres personnes ont été intéressées, des personnes un petit peu plus jeunes. Je pense à Joe Katasieka, par exemple, qui a été le directeur technique du SCHEMA de l'école de commerce Sophie Antipolis par la suite, Bernard Brondolo et d'autres, Jean-Marie Rulquin, de très bons judokas, Louis Bonifaci, Gilbert Faure, le frère de celui que j'ai cité. Mais à la pointe, c'était certainement Alain Ponzanelli et moi-même. Et quel regard avait Maître Bogaert sur cette équipe qui se formait au sein de son club? Il avait un regard un peu circonspect au départ, pas vraiment dubitatif, mais prudent. Et ensuite, je pense qu'il a été intéressé. Et il vous a soutenu, il vous a... Oui, il nous a soutenus. On a formé une équipe dans laquelle il y avait donc en poids léger un judoka eurasien dont malheureusement le nom m'échappe, mais qui est sur une photo. En mi-moyen, Alain Ponzanelli, qui est donc le président actuel du club. En moyen, moi-même. En mi-lourd, un très bon judoka, Louis Bonifaci. Et en poids lourd, Gabriel Mariani, qui était un plongeur du commandant Cousteau et un sculpteur connu et reconnu à Payon. Donc il y a une équipe qui s'est formée quand même pas très tard, puisque vous êtes arrivé en 65, cette équipe s'est formée dans les années 70? En 1973-74. D'accord, donc oui, quand même 8 ou 9 ans après vos oui. débuts. Vous étiez donc déjà ceinture noire? Oui. Non, j'ai été ceinture noire en 1974. Cette pratique de la compétition, est-ce qu'elle vous a permis de découvrir un judo qui n'était pas celui que vous connaissiez déjà, ou est-ce que vous avez retrouvé les éléments que vous aviez déjà connus au club de Monsieur Bogaert? Non, c'était une magnifique découverte, avec des techniciens hors pair. Alors, bon, je n'ai jamais combattu contre Daniel Pinatel. En revanche, j'ai combattu contre l'autre très grand technicien de la catégorie moyen, pendant des années sur la Côte d'Azur, Jean Aramino du CRAM. Oui. Donc un simple combat contre lui était, bon, au niveau du résultat évidemment, c'était pas la victoire, mais c'était un apprentissage. Je pense à lui, mais je pense à d'autres très bons compétiteurs, Scatena par exemple. Et puis les rapports en judo sont généralement très cordiaux, en tout cas, oui, je crois qu'ils le sont la plupart du temps. Donc même contre des adversaires d'autres clubs, c'était toujours des rencontres très très sympathiques. Et d'ailleurs, j'ai gardé certains contacts. Donc au niveau de la compétition, effectivement, c'était des compétitions qui vous ont permis de découvrir les autres clubs, les autres grands pratiquants de la région. Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'autres événements qui vous réunissaient, vous, les judokas du Judo Club de Nice, avec les autres clubs qui ne seraient pas des compétitions, j'entends? Non. Il n'y avait pas, à mon sens, beaucoup de manifestations communes. Est-ce qu'il y avait des Kagami d'Iraki ou des réunions où il y aurait eu les anciens? Est-ce qu'il y avait des réunions du Collège des Ceintures Noires ou ce genre de choses? Alors, c'est Maître Midan, je pense, je suis quasiment certain, qui a lancé, si je puis dire, ces cérémonies, dont l'une est devenue ensuite la journée des ceintures noires. Et ça coïncide à l'époque où j'étais ceinture noire depuis peu d'années et je suis parti très longtemps à l'étranger. Donc je n'ai pas participé à ces cérémonies. Vous êtes resté à l'étranger de quand à quand? 14 ans, de 1977 au Gabon jusqu'en 1991 en Côte d'Ivoire. Ou alors, d'une part, il y avait de nombreux bons judokas européens, et puis j'ai rencontré des maîtres japonais qui étaient des mandatés par le Kodokan. Est-ce que vous avez rencontré en Afrique des judokas de la Côte d'Azur? Oui, mais pas des judokas connus ou très renommés. Il y avait de nombreux pratiquants. Des pratiquants simplement, oui. Oui. De Français, Azuréens notamment, mais d'autres pays également, Suisse, et donc des maîtres japonais, et puis de formidables champions africains. Je pense à 2 d'entre eux. Tout ça était en symbiose, il y avait une très très bonne ambiance. Je pense à Pascal Ouattara, qui a été 2 fois champion d'Afrique, qui était un membre du Racing Club de France, d'ailleurs le club, créé par quelqu'un de la Côte d'Azur, d'ailleurs je vais vous dire qui, était affilié également à la Fédération française. Le Judo Club de Cocody, créé dans le quartier célèbre de Cocody, par quelqu'un qui vivait ensuite à Mandelieu, à 200 mètres de la Ligue de judo, Monsieur Levasseur, que j'ai très bien connu. Et ce club, quand Maître Levasseur a quitté la Côte d'Ivoire, a été repris par Pascal Ouattara, qui vivait en France, qui vivait à Paris, et on était dans la même catégorie. Voilà. Et puis un autre champion extraordinaire, Gaston Oula, technicien sourd-muet, d'une gentillesse extraordinaire, une force de la nature, mais également un prodigieux technicien. J'en parle parce qu'il y avait une connexion intime, et ça a continué d'ailleurs par la suite, entre la Côte d'Azur de manière générale, il y avait l'association des Niçois du bout du monde à Abidjan, et puis le sport en particulier. Alors on va revenir un petit peu sur le parcours de Maître Bogaert. Donc on a dit qu'il s'était entraîné sous l'égide de Monsieur Pelletier. On n'avait pas pu déterminer la dernière fois qu'on s'était vu s'il avait pratiqué oui ou non la compétition. C'était un élément sur lequel on avait peu d'informations. Est-ce que Maître Bogaert en avait parlé de la compétition? Est-ce qu'il avait dit qu'il avait pratiqué la compétition? Non, je n'en ai pas souvenir. Non, vous savez, malheureusement, bon, le Judo Club de Nice était ma famille sportive, et c'est ma famille sportive.
Et comme en famille, c'est ce que je ressens, les gens sont éternels. Et puis on n'a pas la même maturité à 20 ans qu'on l'a plus tard, par la force des choses. Et donc, il fait partie des personnes qui avaient un trésor à transmettre. Et malheureusement, ce trésor, cette corne d'abondance, elle était éternelle et donc je ne l'ai pas exploitée. Je crois que quand il est décédé... Je ne l'ai pas interrogé. En 2003, il est décédé, si je ne dis pas de bêtises, mais vous avez quand même gardé contact avec sa femme, Madame Bogaert, qui écrivait des rubriques pour la revue Encre de Chine. Elle en a écrit 2 ou 3, je les ai vues. Oui, pas beaucoup, mais elle en a écrit, oui. Et dont une en particulier qui m'a interpellé, elle expliquait que Maître Bogaert, au début, quand il a lancé le Jiu-Jitsu Club de Nice, qui est devenu plus tard le Judo Club de Nice, il n'arrivait pas à en vivre du tout, c'était très difficile d'en vivre et pendant 1 an, il a prodigué des conseils de judo, il a professé sans même être rémunéré la première année. Est-ce que vous vous souvenez de cette anecdote ? Oui, mais en tout cas, donc là je n'ai pas de précision, mais une chose est certaine, il paraissait être en position de monopole au départ. Et puis il y avait une influence, le judo suscite un engouement extraordinaire. Tout le monde est passé par le club. Et il y avait beaucoup vous avez vu le nombre de licenciés. Mais je ne pense pas la cotisation était très, très modérée. Je ne pense pas que lui, ni beaucoup de professeurs à l'époque d'ailleurs, enfin je ne peux pas être affirmatif à la place des autres, mais je ne pense pas qu'ils se soient enrichis. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu très tôt de la concurrence, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a parlé du fait que les premières ceintures noires qu'il a formées aient formé d'autres clubs, mais je peux en citer 5 ou 6 qui est effectivement formé d'autres clubs et qui viennent du Judo Club de Nice, qui dès qu'ils ont eu la ceinture noire, voire même avant d'avoir eu la ceinture noire, puisque certains l'ont passé dans d'autres clubs, qui sont revenus, ont créé des clubs à Nice. Et donc Maître Bogaert, si j'ai bien compris, est venu à Nice spécialement parce qu'il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de judo. Lui, il était à l'origine de Chaland, en Vendée, et il était allé à Paris pour apprendre le judo. Enfin, je ne sais pas s'il y allait pour apprendre le judo, mais en tous les cas, il y a appris le judo. Et ensuite, il est descendu sur Nice où il n'y avait pas de club de judo ni de jiu-jitsu et il a fondé... Alors, c'est pas tout à fait exact d'ailleurs, parce qu'il y avait 2 clubs qui existaient, peut-être même 3, avant l'arrivée de Maître Bogaert ici. Il y avait le Lido Club de Nice. J'ai vu le nom sur un ouvrage. Qui était tenu par Maître Birnbaum, qui était un des officiers du Fort Carré. Il y avait aussi un club à Juan-les-Pins, qui avait été ouvert par Bernard Midan et Alain Valin en 1946. Surtout par Alain Valin, je pense, parce que Midan en 1946, il n'avait pas la ceinture noire. Ensuite, Midan, quand il est retourné à Lyon, il a ouvert le Judo Club du Rhône. Et il y avait un 3e club, c'est le club qui était à 1 rue d'ici, rue Galéan, qui était dirigé par Maître Thérésius Imbert. C'était le club de l'association de la police, club dans lequel Yves Klein a découvert le judo d'ailleurs. Donc il y avait quand même 3 tout petits clubs, mais à la différence du club de Monsieur Bogaert, ces clubs-là ont vite périclité et disparu. Alors le club de l'association Sport Police, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je suis sûr que le club de Juan-les-Pins, il a disparu très vite. Et le judo club du Lido, à part l'année 1948-1949, j'en ai plus de traces dans mes archives en tous les cas. Par contre, le club de Robert Bogaert, bon, il existait de 1947 jusqu'à, je crois que l'association a été mise en sommeil en 2017, quelque chose comme ça. Exact, c'est l'année, oui, tout à fait. Donc il a quand même existé 70 ans et Maître Bogaert lui-même a enseigné pendant plus de 50 ans. Donc c'était un club qui a vraiment fait, qui a eu un rôle remarquable au niveau de la diffusion du judo. Mais très tôt, concurrencé par ses propres élèves, si j'ai bien compris, puisque les premières ceintures noires, donc il y a eu les frères Rebecki, Marc Écovre, on va pas tous les citer, mais il y en a eu quelques-uns. Oui, ça s'est produit pour d'autres clubs d'ailleurs par la suite. Mais est-ce qu'il était en bonne entente avec... Est-ce qu'il s'est fâché quand ces gens-là ont ouvert des clubs ou est-ce qu'il était en bonne entente avec eux? Par exemple, Marc Écovre, il avait un club qui était, je crois, dans le quartier des musiciens. Tout à fait, rue Gounod. C'est ça, rue Gounod. En sous-sol, oui. Et les frères Rebecki, ils étaient à EDF, GDF, au club d'électricité gaz de France. Il était froissé, Maître Bogaert. Alors je n'ai jamais vu de rapport tendu quand il rencontrait, il est venu à des compétitions ou autres. Je n'ai jamais vu de tension, ni de sa part, ni de la part des autres. Mais il est certain que le rapport n'était pas généralement extrêmement chaleureux, ni très fluide. Alors, j'ai plusieurs questions à propos de votre propre parcours. J'ai une question à propos des livres. Quels sont les premiers livres à propos du judo que vous vous souvenez avoir possédés? Le premier, je me souviens très bien du premier livre. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu surpris de ne plus tellement en entendre parler par la suite. Et il y a dans ce livre une information que j'ai mémorisée. C'est un livre qui fait plusieurs centaines de pages. Aux éditions Marabout, le livre de Louis Robert. Oui, oui, oui.
sur le judo, qui avait une couverture rouge, si j'ai bonne mémoire. C'est attrayant l'histoire des ceintures, à quel moment on a la ceinture rouge et blanche, la ceinture rouge, etc. Il était écrit qu'on avait la ceinture blanche au 10e dan et qu'à ce moment-là, elle était en largeur 2 fois. Bon, mais aujourd'hui, on dit non. Le seul à avoir ceinture blanche, c'est le fondateur du judo, c'est Jigoro Kano. Même en étant 10e dan, on a la ceinture rouge. Bon, enfin voilà, c'est une curiosité, mais... Ça vous avait marqué à l'époque? Ça m'a marqué par la suite. Et à part ce livre, vous avez eu des magazines ou des revues sur le judo? Oui, là, le magazine de la Fédération française de judo, où j'ai vu les grands champions qu'on voyait en couverture à l'époque, c'était Guichard, Desmé... Jean-Luc Rouget, à un moment? C'est un peu après Jean-Luc Rouget. Jean-Paul Coche, avant, un tout petit peu avant Jean-Luc Rouget, Guy Offray. Effectivement. Et la revue Judo Kodokan, ça vous dit quelque chose? Oui, mais j'ai lu pratiquement tous les magazines. J'étais fasciné par ça. Vous les avez lus à l'époque ou plus tard quand vous vous êtes réintéressé? Dès l'époque, et ensuite au fur et à mesure de l'émergence de ces magazines. Est-ce que M. Boguer en avait lui-même des livres ou des Il recevait le magazine de la Fédération française, oui. Et des livres, les livres de Maître Kawaishi, est-ce que vous vous souvenez s'il avait possédé lui-même des ouvrages? Il avait une très belle, enfin une collection de probablement quelques dizaines d'ouvrages de maîtres, notamment en anglais, de maîtres japonais, y compris un livre de Mifune, ça alors. Qui a été un très grand 10e dan, et puis des livres pédagogiques un peu plus récents. Mais il avait une belle collection, oui. Et puis il avait le livre 1 million de judoka de Thibaut. On a parlé un petit peu des maîtres japonais qu'il faisait venir au dojo. Est-ce qu'il permettait aux jeunes judokas de suivre ces stages, ou est-ce que c'était des stages que simplement les gradés, les ceintures noires suivaient? Non, je n'ai jamais entendu de point de vue de sa part à cet égard, mais de toute façon, la pratique des stages était moins répandue à mon avis. Oui, c'est sûr que vous avez commencé en 65. Je crois que vraiment les stages, ça s'est répandu fin des années 70 plutôt. Et il faisait donc venir régulièrement des maîtres pour proposer des stages, ou comment ça se déroulait? Alors, très régulièrement en aïkido. En aïkido? Oui, beaucoup plus qu'en judo à mon avis. Il aimait, c'était un très grand pratiquant d'aïkido. Et je vous avais cité quelques noms. La plupart des grands noms sont passés. Maître Noro. Noro, Tamura, Nakazono. Le seul qui, à mon avis, n'est pas passé au Judo Club de Nice, mais qui était passé à la Saint-Maximin, je le sais parce que Michel Rossi nous racontait le stage qu'il avait suivi. Michel Rossi, qui était le professeur d'aïkido, c'était Chiba, qui venait du judo d'ailleurs et qui avait un aïkido puissant. Teinté de judo. Presque violent. Et violent dans la pédagogie aussi. Très différent de celui de Maître Noro d'ailleurs. Enfin, moi je suis pas du tout... Et Maître Tadashi Abe? Oui, il fait partie des personnes qu'a connu Boguer, mais il avait connu un Maître Abe qui était ensuite le responsable du Kodokan. Et quand j'étais au Kodokan, je suis arrivé à l'entrée, au guichet, et je me suis présenté. Et il y avait Abe. Et donc on parle bien pour les auditeurs de Maître Ichiro Abe? Je pense. Parce que comme je les ai pas connus personnellement, ces maîtres, j'ai connu Maître Awazu, par exemple, qui était quelqu'un de très cordial, de très gentil. C'était pas le cas de Maître Abe au Kodokan. La plupart des maîtres japonais que j'ai rencontrés étaient des gens très cordiaux, même amicaux, certains d'entre eux, à l'exception de 2 d'entre eux. Bon, chacun a ses motifs ou ses raisons. Je me base que sur l'accueil, évidemment, c'est pas suffisant. C'était Maître Abe, qui m'a quand même permis de m'entraîner, hein. Et l'autre, c'était Hirano à Nice, l'entraîneur de sport-études. Quand vous êtes allé au Japon, c'était en quelle année? En 1977. Je suis passé par la Corée du Sud, grâce à Jean Aramino, que j'ai cité tout à l'heure, qui lui s'était entraîné pendant plus de 2 ans en Asie. Donc j'ai été accueilli par celui qui est devenu le directeur technique de la Fédération sud-coréenne de judo, Monsieur Lee Oakley, c'est lui qui a prêté le serment des arbitres aux Jeux Olympiques de Séoul. Il est devenu directeur technique de la Fédération sud-coréenne de judo. Il avait fait ses études à Toulouse. Il avait une relation amicale avec Jean Aramino. Et quand je suis arrivé à Séoul, c'était en été, mais il y avait un club où il m'a invité à m'entraîner d'ailleurs. Alors j'avais des journées, je visitais, enfin je mangeais pas forcément très bien, mais c'était de très belles journées. Et le soir, je suis allé au YMCA. Et là, c'est la première fois où sur un tatami, j'ai vu réunis, j'avais jamais vu ça, probablement une dizaine de ceintures rouges et blanches. J'en avais vu parfois, mais rarement une seule sur un tatami en France. Là, il y en avait une dizaine. Il y avait également l'adversaire de Thierry Ray, un poids léger, mais qui avait l'air très mécontent parce qu'il avait, selon lui, été injustement battu. Et donc, à l'entrée, donc au guichet d'entrée, il y avait un colosse qui m'a regardé avec un air gentil, mais un peu goguenard. Et voilà, donc j'ai eu un très bel entraînement. Et de là, je suis allé au Japon, à Hong Kong. Je me suis entraîné à Hong Kong et puis au Kodokan.
Quand vous êtes arrivé au Kodokan, c'était donc Maître Abbé, effectivement, à cette époque-là, qui était directeur du Kodokan. Est-ce que vous aviez une lettre de recommandation de Maître Bogaert ou quelque chose comme ça? Non, j'avais dit que je venais de la part de Maître Bogaert, bien sûr. Et est-ce que c'est pour ça qu'il vous a mal reçu? Non, pas du tout. Pas du tout. Il était peut-être de mauvais poil ce jour-là, simplement? Non, il remettait peut-être dans son esprit les choses à leur place. Hein, voilà, on n'était pas... Mais ça a été également l'accueil de M. Gruel à Paris, au Racing Club de France. Je faisais un stage à Paris, à Air France justement, et enfin en région parisienne, et le soir j'allais m'entraîner. J'ai fait quelques clubs, dont le Racing Club de France. Et donc le premier accueil de M. Gruel, c'était pas méchant du tout, hein, mais un peu rébarbatif. Il m'a regardé en écarquillant un peu les yeux. Puis dès que j'ai dit que je venais de la part de Maître Bogaert, il m'a dit allez-y. Et c'était Maître Aouazou qui entraînait. D'ailleurs, on n'était pas nombreux, c'était en plein été. Bel entraînement, au sol surtout avec Maître Aouazou. Et puis ensuite, Maître Aouazou et moi-même, on a été les seuls dans un des vestiaires. Et là, il ne parlait pas de manière fluide et naturelle en français. Et là, en silence, dans le vestiaire, pendant que je me rhabillais, il a sorti une pièce de monnaie. Il a fait un tour de passe-passe avec un sourire très, très gentil. Voilà, et l'entraînement s'est terminé comme ça. Il avait peut-être l'humeur blagueuse. Oui. Maître Aouazou, pourtant, était connu pour des stages difficiles, serait un euphémisme, parce qu'il a fait des stages de Quatsu, en particulier. Monsieur Marcel Lancino se souvient bien, il l'a raconté à la caméra de Karaté Bushido, où il étranglait purement et simplement un mec dans l'assistance. Une fois que le gars était dans le coma, il disait « Bon, lui, mort, maintenant, moi, donner la vie. » Bon. C'était un grand champion. Hein, pour apprendre les points de Quatsu. Ok, bon, on va revenir un petit peu au judo de la Côte d'Azur. On a parlé des livres, on n'a pas parlé des films. Et je sais que Maître Bogaert avait des films en Super 8, puisque j'ai moi-même numérisé ces films lorsqu'ils m'ont été prêtés par Bernard Brondolo. Est-ce qu'il projetait ces films au club? Oui, mais ça a été peut-être 2 fois. D'accord. J'en ai un souvenir assez vague. En tous les cas, il lui est arrivé de projeter ces films pour montrer à ses élèves. Oui. Pour montrer quoi, la technique, ou juste pour montrer les maîtres japonais en action? Pour montrer le niveau technique, je pense, et puis aussi l'aspect historique, l'histoire du club. Parce que ces films dataient de 1952, c'était les films qui ont été tournés au Gala, donc qu'il a organisé en 1952. Et j'ai numérisé les bobines, mais c'est vrai qu'on voit, on voit peu les mouvements, parce que la qualité des films de l'époque est quand même pas terrible. Bon, moi j'avais souvenir d'images, bon on voyait que c'était un peu vieillot, mais c'était quand même regardable. Vous aviez pratiqué la compétition dans vos jeunes années, pardon, et je ne sais pas exactement quel a été votre parcours compétitif. J'aimerais que vous me donniez quelques précisions. Alors je sais que vous avez pratiqué la compétition au niveau départemental et régional. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au niveau national? Non. J'ai participé, j'avais un niveau régional, et j'ai participé au championnat de France universitaire de judo à Tarbes, je crois en 1976. D'accord. Je peux me tromper d'une année, avant ou après, mais je pense que c'est 76. Vous étiez vous-même étudiant à l'université? Tout à fait. Dans quelle fac? À la fac de Sciences Éco. Je peux vous dire quelques mots d'ailleurs sur le judo universitaire. Si je veux bien, oui, effectivement. Parce que ça a été une très belle épopée, le judo universitaire niçois. Le directeur emblématique du centre sportif universitaire de Nice et du service universitaire des activités physiques et sportives était Fernand Halleck. Quelqu'un de techniquement, bien sûr, mais humainement exceptionnel, qui est devenu un ami d'ailleurs, et dont la spécialité, ou une des spécialités en tout cas, était le ski. Et une amie, quand j'étais étudiant, qui pratiquait le ski, m'avait dit, elle savait que j'étais judoka, voilà, le responsable du ski a reçu une invitation pour un tournoi à Dijon, dans le judo, et donc, voilà, elle nous a mis en contact. On a sympathisé, et moi évidemment, je connaissais les judokas, je faisais les compétitions universitaires. Je me souviens de 2 judokas, parmi d'autres, dans ma catégorie de poids, qui étaient de très bons judokas et puis bien dans l'esprit judo, amicaux, etc. C'était Jean-Charles Merle-des-Isles, qui était un étudiant en économie, et Raymond Maillard, qui était un élève du CRAM, qui ont été mes adversaires dans cette catégorie en universitaire. Mais j'avais rencontré d'autres judokas universitaires. Alors il y avait 2 provenances principales. Il y avait la faculté de droit et la faculté de médecine. J'ai rencontré Fernand Halleck et j'ai dit oui, on peut constituer un groupe, parce que c'était une compétition individuelle, mais par université. Et donc là, il y a des noms que j'ai plaisir à citer. Donc, provenant de la faculté de droit, Jean-Louis Grimaldi, qui est avocat maintenant à Cannes, et Furiani, qui étaient des amis d'ailleurs, donc des juristes. Grimaldi qui était un poids léger, Furiani un poids lourd. Provenant de la médecine, Ceccarelli,
médecin à Cagnes-sur-Mer, qui était d'ailleurs le président du judo club de Cagnes à une époque, et Laplaine, qui est devenu un kinésithérapeute, si j'ai bonne mémoire. Et puis il y avait évidemment d'autres judokas, notamment un dénommé Boki, un très très bon judoka, Alain Hurin, un élève de Pinatel au judo club Méditerranée, dans ma catégorie de poids, un très bon judoka. Voilà, on avait un bon groupe, et puis c'était vraiment une ambiance très très sympathique. On a eu à Dijon un bon résultat. C'est là qu'a émergé d'ailleurs Didier Menu, qui ensuite a eu un rôle important au niveau de la Fédération française de judo. Et donc, si je comprends bien, le groupe a composé une équipe? Non, là, c'était pas une compétition par équipe. Donc, j'ai eu comme adversaire Didier Menu à Dijon. Et dans le train, au retour, ça mijotait dans nos têtes. Et au retour, nous avons proposé à Fernand Alec, qui l'a immédiatement accepté, de créer une équipe et d'organiser un tournoi universitaire à Nice. Aussitôt dit, aussitôt fait, on crée le tournoi universitaire. En quelle année? En 75. Donc l'année d'avant ce championnat à Tarbes. Oui, et l'année d'après, ou les mois d'après, excusez-moi, hein, là je suis un petit peu imprécis au niveau de quelques mois, peut-être d'un an au maximum, c'était donc quelques mois après le tournoi de Dijon. Ok. Et donc ce tournoi universitaire de Nice, il réunissait, donc si je comprends bien, les étudiants des facultés qui pratiquaient le judo. Alors, c'était nous, donc, notre groupe qui l'organisions. D'autres personnes se sont jointes à nous. Enfin, c'était vraiment un très bon groupe. Je vais citer un nom d'ailleurs de quelqu'un qui avait eu un très beau comportement. Et la première année, nous étions 3 équipes. Nice, l'université de Nice, avec les personnes que j'ai citées, que certains ne m'en veuillent pas si j'ai omis un nom ou deux. Padoue, l'équipe italienne de Padoue, très grosse université, avec une anecdote d'ailleurs, qui nous a ébranlé sur le moment à l'époque. Et puis, sport-études. Laurent Del Colombo, Marcel Pietri, étaient dans l'équipe. Bon. Ça a dû être des jours difficiles pour les adversaires. Tout à fait, tout à fait. Et eux n'étaient pas étudiants, ils étaient lycéens, c'était des lycéens avancés. Mais... Bon, José Alary était là, bien sûr. Et puis, le matin, la compétition se déroulait à Sport-Études au Parc Impérial. Pas d'équipe de Padoue. La compétition devait débuter vers 9 h, je pense. Pas d'équipe de Padoue. Pas de nouvelles, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et puis à un moment donné, on reçoit quand même des nouvelles. J'envisageais déjà que ce soit annulé. Avec beaucoup de tristesse, ça n'a pas été le cas, c'était une très belle journée. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu un tremblement de terre très important dans la plaine du Pô. Et ils venaient de Padoue, donc de la plaine du Pô. Et ils essayaient laborieusement, sans y parvenir, en s'arrêtant peut-être à des arrêts d'autoroute, je ne sais où, sur l'autoroute, de joindre leur famille pour avoir des nouvelles. Et donc ils sont arrivés avec environ 2 heures de retard, si j'ai bonne mémoire. La compétition a eu lieu, c'était une bonne équipe. Et eux ont été donc des participants fidèles. La deuxième année, alors là, ça a été plus grandiose. Ça s'est passé au Centre sportif universitaire Val-Rose, dans la salle actuelle de basket et de volley. Une démonstration avait été faite avant par Jurka en taekwondo. J'avais demandé à Michel Rossi en aïkido, mais il n'avait pas voulu. Donc ça devait être en 77, un petit peu avant votre départ pour l'Afrique. C'était juste avant mon départ. C'était environ un an avant mon départ pour l'Afrique. Et d'ailleurs, je n'ai pas assisté aux 2 éditions suivantes. Je n'étais plus là. Alors à cette deuxième édition, il y avait quand même une dizaine d'équipes et je voudrais citer notamment l'équipe de Varsovie qui était remarquable, dirigée par un professeur de l'université de Varsovie qui était une personnalité hors du commun, Tokarski, que j'ai essayé de retrouver en allant en Pologne en 2016. Je n'ai pas réussi, je suis allé à l'université de Varsovie, je ne l'ai pas retrouvé, c'était un personnage inoubliable. L'équipe dans son ensemble était sympathique, une équipe de très bon niveau, très amicaux. Il y avait l'équipe de Padoue, une nouvelle fois, il y avait des équipes françaises, je me rappelle de Toulouse par exemple, il y en avait d'autres. Et puis il y avait l'équipe de Cape Town. Et c'était l'année où, sur les murs de l'université, il y avait des affichettes, peut-être de Pignon Ernest, où on voyait donc des personnes pour lesquelles on ne pouvait avoir que de la compassion, qui étaient derrière des grilles, les grilles de l'apartheid. Et je contacte une vingtaine ou peut-être une trentaine d'équipes. Les Bulgares étaient sur le point de venir, ils n'ont pas pu venir finalement, ils avaient répondu en caractère cyrillique d'ailleurs. Et l'équipe de Cape Town est la première à répondre, on vient. Et là, dans le staff du centre sportif, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout favorables à leur participation. Voilà, bon, qui avaient certaines idées et ça ne correspondait pas à leurs idées, ponctuellement. Bon, donc je contacte le CAP en disant, vous devez venir, on ne peut pas faire autrement et c'est une très bonne chose pour tout le monde et pour vous de procéder comme ça. Une équipe multiraciale, c'est une exigence, j'étais clair. Fernand Alec était quelqu'un qui était de courageux, de droit et qui assumait, qui nous laissait beaucoup de liberté. Très bien. Il note, mon père était donc à l'aéroport de Nice et il avait accepté d'être en charge de l'accueil de l'équipe de Cape Town. D'accord. Et moi j'étais déjà sur place au centre sportif à Val-Rose, à attendre et à accueillir les équipes.
Et donc, je monte décrocher le téléphone et mon père au bout du fil. Il me dit l'équipe est arrivée. Ah, très bien, formidable. Il me dit mais je dois te dire quelque chose. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Là, j'ai eu un frisson. Hein. C'était prévisible, toutefois. Dans mon état d'esprit, non. Non, et puis une équipe pour être la meilleure et n'être composée que de noirs ou de blancs. Allez, en l'occurrence de blancs à l'époque. Mais ça n'a pas été comme ça que ça s'est passé. Et là, je dois citer donc, sur cette péripétie, je termine, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Une seule équipe, les Polonais, bloc communiste, ont combattu, ont joué le jeu, sans aucun commentaire. Une seule équipe s'est montrée peu amicale et a été remise en place par notre poids lourd Furiani d'ailleurs, qui à un moment donné a trouvé ça excessif, c'était les Yougoslaves. Il y avait l'équipe de Belgrade, que j'avais oublié de citer, qui était bien, mais bon, ils étaient très braqués. Et là, il y avait un judoka qui n'était pas un universitaire, mais qui s'entraînait avec nous parce que Fernand Alec m'avait dit « J'accepte que vous organisiez le tournoi à la condition que tu fasses les cours de judo, que tu crées la section judo à l'université. » Donc vous avez enseigné le judo à l'université? Entre autres, et c'était l'année où j'enseignais. Je faisais 25 heures de judo et d'arts martiaux parce que je m'étais mis au karaté. Maître Boguer ne voulait pas que je fasse de karaté avant d'avoir la ceinture noire. Puis je me suis mis à l'aïkido, je faisais environ 25 heures d'arts martiaux, judo compris, par semaine, et mes études commençaient un petit peu à vaciller. Bon. Et donc je faisais ce cours à Valrose. C'était la contrepartie. Il ne fallait pas qu'il n'y ait que de l'événementiel, c'était une exigence de... Et donc ce judoka qui n'était pas universitaire mais qui s'entraînait avec nous, dont j'ai le nom, qui m'est revenu il y a quelques jours, peut-être dans la perspective de notre rendez-vous, a eu un comportement formidable. C'était Abdelkader Benawachi. Je me rappelle parfaitement de son nom. Abdelkader Benawachi, qui habite Nice certainement, hein, et qui a donc fait partie de l'équipe. J'ai demandé, c'était instantanément accepté à l'équipe sud-africaine, de l'intégrer dans son équipe. C'est ça qui était... Et ça a été immédiatement accepté. Et il a participé donc au combat dans les rangs de l'équipe sud-africaine. D'accord. Aujourd'hui, vous avez quel grade? Je suis 5e dan. 5e dan. Vous avez eu en quelle année? Le 5e dan, l'année du soixantenaire de la Fédération française de judo. La fédération a été créée en 47, donc 2007. 2007 ou 2006 Oui. Alors la ceinture noire, je l'ai eu en 1974. 1974. C'est Maître Boguer lui-même qui vous l'a remise? Non. J'ai eu le grade au gymnase qui a disparu maintenant de la Boca, de Cannes-la-Boca. L'examen se passait à Cannes-la-Boca, c'était qui? C'était en rotation dans différents gymnases. Et là, c'était la... Et il y avait un jury composé de quelques professeurs de la région, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de quelques-uns? Oui, bien sûr. Je me rappelle par exemple de quelqu'un de très amical qui malheureusement est disparu, qui était l'un des responsables 7e dan de Cannes Judo, Marc Martin. Mais j'ai un souvenir très ancien, pas au moment de mon passage, avant, de Thérésius Sembert par exemple, en train d'arbitrer sur les tatamis. Voilà, et de beaucoup de judokas, y compris de judokas du Var, comme Jean-Marie Fiandino par exemple, qui était un prof de maths, un haut gradé du Var, et beaucoup d'autres. Mais c'était très bien organisé les passages. Alors, je crois que vous avez enseigné le judo du coup, puisque vous avez enseigné à l'université. Alors, j'ai été maître Boguer, tu as eu 2 difficultés cardiaques sérieuses à quelques mois d'intervalle. Et donc j'ai enseigné de 1974, fin 74 à début 77, j'étais l'assistant de Maître Boguer. Puis, et donc j'ai assuré les cours de judo pour l'université également dans ces années-là, pendant 2 ans. Puis j'ai été au Gabon, et là j'étais dans un club qui était dirigé par quelqu'un de la police, un Français, Auger, en présence d'un délégué du Kodokan, Maître Takahashi, avec lequel je suis toujours en contact d'ailleurs, il y a encore quelques jours, Fujio Takahashi, et un coopérant français qui avait quitté un club qui était dans un collège féminin, quitté le Gabon, et m'avait demandé de le reprendre. Et moi, je faisais plusieurs cours dans différents endroits et j'avais refusé. Et puis finalement, il a insisté, j'ai accepté. Donc je faisais des cours dans 3 clubs au Gabon. Dans quelle ville? À Libreville. De là, je suis parti en Côte d'Ivoire et je suis devenu, donc j'étais en Côte d'Ivoire en 77 jusqu'en 91, j'étais l'assistant de Pascal Ouattara pendant toute la période. De 77 à 91? De 79 à 91. J'étais au Gabon de 77 à 79. J'ai passé ma thèse quelques jours avant, sinon j'allais sous les drapeaux. Donc j'ai accéléré. Et de 79 à 91 en Côte d'Ivoire, où j'étais l'assistante de Pascal Ouattara. Et en même temps, je me suis occupé d'un autre club, d'Alain Albérici, qui était un judoka connu, qui ensuite est allé à La Réunion, qui lui aussi a quitté le pays, la Côte d'Ivoire cette fois, et qui m'a demandé de reprendre le club. Ça faisait beaucoup. Vous avez fait quand même le gros de votre parcours en Afrique à Abidjan.
J'ai 2 ans au Gabon et 12 ans en Côte d'Ivoire, oui. Ce deuxième club s'appelait le Siemens Club. Et donc là, vous avez enseigné le judo, et est-ce que vous avez reproduit l'enseignement que vous aviez reçu de Maître Bogert, ou est-ce que vous avez adapté soit au public, soit à la situation, soit à la temporalité? Est-ce que vous avez enseigné différemment de ce que vous aviez connu vous-même? Oh, il devait y avoir des similitudes, certainement, mais c'était peut-être un peu plus formaté, disons. C'était plus, entre guillemets, moderne. Pas dans le sens de dire que c'était mieux, mais c'était davantage au goût du jour. Il y avait un échauffement collectif, par exemple, pas mal de randori. Ok. En quelle année vous êtes allé au Japon, rappelez-moi? En 60, Hong Kong et Japon. Pour ce qui était du judo, en 76. En 76, donc juste avant de partir pour l'Afrique. 1 an avant, oui. Intéressant. Et est-ce que ce voyage a modifié votre façon de pratiquer ou de voir le judo? Non, parce que c'était trop bref. C'était pas un long séjour. Vous êtes resté combien de temps entre la Corée, la Chine et le Japon? Au total, 3 mois. Oui, c'était un peu court. Ouais. Peut-être qu'un élément que j'ai retenu, c'était le niveau technique. Le niveau d'exigence, la rigueur, etc. À grade égal, les Japonais étaient bien meilleurs? Japonais et Coréens, d'un fair play très rugueux, les Coréens, mais enfin, dans ce qui me concerne, c'est un fair play impeccable, rien à dire. Probablement. Probablement un petit peu supérieur, mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser en la matière. Ce que j'ai retenu, c'est un élément anecdotique, mais qui a son importance. C'est là où je me suis rendu compte, et ensuite je l'ai vérifié constamment, notamment dans des randoris, quand des gens qui avaient été de niveau olympique, qui faisaient des tournées en Afrique, au Gabon en particulier. C'est la densité du japonais. C'est-à-dire que si par exemple en France, j'évaluais le poids, et on évaluait le poids d'un adversaire, moi j'étais léger dans ma catégorie. Bon, lui il fait 80 kilos par exemple. Au Japon, je me suis rendu compte que c'était 10 kilos de plus qu'il fallait ajouter. Systématiquement. C'est-à-dire que ce judoka, à mon avis, si c'était un Européen, je donne 70 kilos, en fait, il en fait 80. Et ça change beaucoup de choses dans la sensation. Hein. Oui. Est-ce qu'une fois de retour en France, vous avez continué à enseigner le judo? Vous êtes rentré en 91, je crois. Est-ce que vous avez eu envie de fonder un club ou de reprendre l'enseignement dans un club existant? Non, pas vraiment. Et donc, une fois de retour en France, vous avez cessé votre activité de professeur en réalité? Oui, on peut le dire. Bon, c'était des bricoles, mais oui, j'ai cessé. J'ai cessé parce que quand je suis rentré, j'ai voulu sonder et stimuler au maximum mes activités professionnelles. Et je l'ai fait pendant l'été d'ailleurs qui a précédé. Et il y a eu des résultats à cet égard en matière de formation et en matière de consulting dans mes domaines. Et je me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour faire front. Et je n'avais plus le loisir d'assurer des cours. Et je n'avais peut-être plus tout à fait la même motivation non plus dans ce domaine. Pas dans le domaine du judo, mais dans le domaine de l'enseignement du judo. J'ai une question à propos du matériel. Vous êtes allé en Afrique, donc c'est intéressant. Est-ce que les clubs de judo disposaient du même matériel que celui qu'on avait en Europe? Les tatamis étaient les mêmes, les kimonos étaient les mêmes? Oui, dans les clubs que j'ai connus, c'était des clubs de tout à fait très bien gérés. Soit le club de Maître Levasseur, qui habitait donc Mandelieu à Abidjan, le club de Monsieur Auger au Gabon, à Libreville. Je crois que ce soit au Gabon ou que ce soit à Abidjan, il n'y avait pas de magasin spécialisé dans les arts martiaux comme ici, où on se fournissait en kimono, en tatami. Non, j'ai pas souvenir de... On devait pouvoir trouver, on trouvait de tout dans ces villes, mais pas de manière systématique. Il fallait commander, ou il n'y avait pas, à ma connaissance, de magasins comme le Samouraï, par exemple, oui. À Libreville ou à Abidjan. Okay. Donc les gens les Français, par exemple, qui rentraient chez eux l'été, ramenaient éventuellement des kimonos à la demande. Mais c'est des demandes qui étaient pas fréquentes. D'ailleurs, je dis ça pour Abidjan, mais me vient une chose à l'esprit, c'est que le Samouraï a été fondé, je crois, en 72. Et avant ça, où c'est que les gens se fournissaient? C'était les professeurs eux-mêmes qui fournissaient? Ben oui, on pouvait acheter. Souvent dans les clubs, on pouvait acheter des kimonos, ou alors se fournir chez Norris, par exemple. Oui, qui existait déjà. À Paris. Et il y avait moyen de commander à distance du matériel? Je pense, je ne peux pas être catégorique. Ça devait exister certainement, puisque très peu de villes avaient des magasins spécialisés comme nous avec le Samouraï. Je crois que le Samouraï est d'ailleurs le plus vieux magasin d'Europe encore en activité sur les arts martiaux. Et oui, parce que des magasins spécialisés, il n'y en a pas tant que ça. Le plus vieux, c'était là où il y avait Henri Play, mais bon, la boutique a fermé, a été repris, etc. Maintenant, il y a Budo Store qui existe à Paris. Mais c'est plus au même endroit, c'est plus exactement la même boutique, alors que le Samouraï, c'est resté pareil depuis 1972 pratiquement. Oui, c'est une institution. Alors, il me reste que quelques questions. Lors de votre enseignement du judo, est-ce que vous avez enseigné aussi le jiu-jitsu? Non. Et le karaté et l'aïkido? Non, en karaté, j'ai fait une compétition en karaté. J'ai eu la chance de tomber sur un adversaire très fair-play là aussi, parce que la sensation n'avait plus rien à voir. Finalement,
Le contact qui était peut-être un peu déroutant et inquiétant pour un gamin en judo finissait par devenir rassurant une fois adulte, surtout pour quelqu'un comme moi qui aimait le combat debout. Même sur un adversaire beaucoup plus fort, on prenait appui finalement. Et en karaté, la sensation était complètement différente, il n'y avait aucun appui. Mais donc je n'avais pas du tout au niveau... Par curiosité, à quelle compétition vous avez participé? Une compétition départementale, je ne me souviens plus. Bon, okay. Une seule. Et Monsieur Rossi enseignait le Shotokan au dojo de Maître Bogert? Il enseignait un Shotokan, mais un Shotokan qui était peut-être plus proche du Wadoryu, pas parce qu'il était imprégné d'aïkido. C'était quelqu'un qui avait intériorisé l'aïkido d'une manière formidable, Michel Rossi. Et donc, dans ses cours de karaté, il y avait l'apport de l'aïkido, c'était évident. Mais à l'origine, c'était certainement du Shotokan. Ça, c'est bon. De toute façon, les autres courants n'étaient pas... Le Nambudo, le Sankukai, il n'existait pas à Nice à cette époque-là. Quand j'ai fait moi du karaté, il existait. Mais en 65, il n'y avait pas de Sankukai. Ah, ça, c'est sûr que non. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres choses, à part le judo et le jujitsu et le karaté comme arts martiaux? Bon, le jujitsu, je suppose que Maître Bogert montrait un mouvement ou deux une fois de temps en temps. Non, le jujitsu, non, je ne connais rien en jujitsu. Non, judo, karaté avec beaucoup de sérieux, et aikido avec beaucoup de sérieux aussi, mais bon, j'ai pas... Vous avez jamais été tenté par la boxe ou la lutte ou... La boxe, ça m'a effleuré, mais très tardivement. J'étais déjà... Alain Ponzanelli a fait de la boxe. La lutte, non. Non, quelqu'un de ma famille a été qui était un lutteur de lutte finaliste des Jeux Olympiques de Berlin en pentathlon, parce qu'il y avait la lutte dans le pentathlon moderne à l'époque. Moi non, la lutte non, jamais, c'était le judo, hein, j'étais focalisé sur le judo. J'ai plusieurs questions à propos de votre rôle sur le judo azuréen. Je crois qu'à partir du moment où vous êtes revenu en 91, Monsieur Ponzanelli et Monsieur Buffa ont insisté là-dessus. Vous avez été un peu modeste, mais je crois que vous avez eu quand même plusieurs rôles. Vous avez organisé des colloques et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que vous avez fait pour le judo à partir du moment où vous êtes revenu? Oui, alors bon, d'abord ça a été surtout très amical de la part de ceux qui m'ont fait confiance, je crois. Je veux citer Michel Salzman, qui était donc qui a été le président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui malheureusement avait décidé d'arrêter de l'être. Avec lui, évidemment, Robert Tandil, vice-président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre autres, hein, et président du Collège Ceinture Noire. Mais tout cela en lien avec beaucoup de personnalités, je les appelle comme ça, du judo, et de personnes avec qui j'ai eu des relations amicales. Je vais en oublier à coup sûr, mais je dois citer par exemple Marcel Pietri, Max Esposito, qui était le deuxième doyen de la fac de sport et ceinture noire de karaté. Oui, je sais, il faisait du Sankukai, je crois, justement. Exactement, il y a une très belle photo de lui d'ailleurs, avec un coup de pied sauté dont le nom m'échappe, et d'autres. Et d'autres personnes, Philippe Rinaud, qui ensuite est devenu un très positif et constructif président du comité départemental des Alpes-Maritimes. Bon, je suis sûr. Et puis évidemment, tout cela avec des rapports fréquents avec les grands maîtres, José Alary, Alain Bini et d'autres plus jeunes aussi. Bon, là je mets évidemment beaucoup de noms, hein, j'en suis désolé, mais c'est pour aller un petit peu plus vite. Et donc, le collège Ceinture Noire, le premier président était Maître Bernard Mina, puis Jean-Pierre Morato, puis Marcel Pietri, puis Robert Tandil. Je suis revenu à l'époque où Marcel Pietri était président et je suis devenu vice-président du Collège Ceinture Noire pendant l'exercice de Marcel Pietri et pendant celui de Robert Tandil. Et quand vous êtes revenu en 91, vous avez repris la pratique du judo dans un club? Oui. Alors, dans le club avec lequel j'avais un rapport, le Judo Club de Nice donc était en demi-teinte, et là, moralement, et également par les circonstances, mais il y avait les deux, j'ai décidé d'aller au Stade Laurentin. D'accord, donc et avec joie. Sous la direction de José ou César? De José Alary. Et Maître Alary a accepté, à son habitude, très gentiment, de m'accueillir. Donc là, il y avait des judokas de très bon niveau, dans un des plus amicaux d'ailleurs. Tout le monde était très amical, c'est l'esprit judo, il est rare qu'il y ait des contre-exemples. L'un des plus amicaux était Mohamed Othman d'ailleurs, qui par la suite est devenu donc le créateur du club qu'on connaît. Et là, je me suis entraîné pendant 2 ans. Mais j'avais eu un problème d'entraînement qui m'a contraint bien plus tard à être opéré, comme beaucoup de judokas, de la hanche. Et donc, ma performance, même en simple entraînement, même en randori, déclinait de mois en mois. Je ne pouvais plus me donner à fond. Ce qui était une gêne a fini par devenir une douleur légère, enfin relativement légère mais handicapante. Enfin, j'abrège, c'est pas intéressant. Et donc, disons que ma présence active en tant que pratiquant au Stade Laurentin a duré 2 ans. Et du coup, à ce moment-là, vous avez décidé, ou en même temps, vous avez décidé de vous lancer dans le Collège des Ceintures Noires. Qu'est-ce qui vous avait fait vous décider à vous lancer là-dedans? Alors, Jean-Pierre Morato,
D'abord, c'était l'accueil amical de Marcel Pietri, de Jean-Pierre Morato et d'autres personnes, de Michel Salzman, pas de Robert Tandil parce que je ne le connaissais pas tout à fait au début. Je l'ai connu peu après, mais pas à ce moment-là. Et donc, ces personnes m'ont invité, m'ont suggéré de participer aux activités du Collège Ceinture Noire et d'autres activités liées. Et que faisait le collège exactement à cette période, en 91, 92? Tout ce qui est lié à la culture judo. Donc, il produisait des textes, qu'est-ce qu'il faisait? Des colloques, des réunions? Surtout l'organisation de cérémonies. Le Kagami Biraki? Exactement. La journée Bernard Midan et la cérémonie des vœux principalement. J'ai pas le détail La journée Bernard Midan devait pas encore tout le à 11 fait... novembre. Ouais, alors Bernard Midan est décédé fin 94. Oui. Donc jusqu'en 94, ça s'appelait simplement journée des ceintures noires, quelque chose comme ça. Exactement. Et comme j'étais en Afrique et que la rentrée avait lieu parfois assez tard, en tout cas entre certains contrats, j'ai pu retourner plus tard. J'allais à la journée Bernard Midan et j'ai constaté à un moment donné que quand je ne pouvais pas y aller, je ressentais une frustration. C'était une journée donc cette journée existait évidemment avant que je revienne. J'essayais d'y participer au maximum. Et au moment où vous êtes rentré dans le collège, du coup, vous êtes rentré donc sous l'égide de Marcel Pietri. Marcel Pietri. D'abord, puis Robert Tandil qui a pris le relais de Marcel Pietri. Mais Jean-Pierre Morato m'en avait parlé déjà. Il m'avait suggéré de participer à ces activités et ensuite ça a été confirmé en pratique par Jean-Pierre Morato. Et alors, pour retracer un petit peu votre propre parcours, au sein du collège et des autres organismes que vous avez rejoints, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors, grâce à ce collectif, en quelque sorte, c'était Paul Parent, le président à l'époque, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Je suis devenu le responsable de la commission marketing, promotion, sponsoring et développement de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les réunions avaient lieu à Toulon, le plus souvent. Enfin, elles avaient lieu donc sur la Ligue. Souvent à Toulon. Et il y avait une très belle équipe, une très très belle commission, avec des responsables varois et des responsables maralpins, y compris des personnes qui n'étaient pas des judokas, mais qui étaient des spécialistes de marketing, etc. C'était une très belle aventure. Quel était le rôle de cette commission exactement? De développer tout ce qui était image du judo, sponsoring. La grande action de sponsoring a été celle avec le Crédit Lyonnais. À une époque où il y a eu des difficultés, où le judo, qui était réticent au simple mot de marketing, a joué le jeu à 100% sur ce que j'ai proposé, qui était quand même assez novateur. Et c'est la banque qui, curieusement, m'a pris un peu à contre-pied, car le Crédit Lyonnais avait de graves difficultés à ce moment-là, et qui, en quelque sorte, s'est rétracté. Donc on parlait effectivement de ce rôle du Collège des Ceintures Noires, sous la direction de Robert Tandil. Voilà, alors... J'ai été donc amené, j'ai pris le relais, je suis devenu le responsable du Conseil des Ceintures Noires. Alors, Collège Ceinture Noire, Conseil des Ceintures Noires, Commission Culture Judo, 3 dénominations, il y en a même une 4e je pense, mais c'est la même entité. Donc je suis devenu le responsable du Conseil des Ceintures Noires en 2000, pendant 3 Olympiades, et on m'a gentiment, même pas dit d'ailleurs, ça allait de soi, d'être candidat la 4e fois, j'ai refusé. Pour 2 raisons que je pourrais expliquer, mais enfin c'est assez secondaire. Et donc pendant 3 Olympiades, il y a eu donc, il faut dire que ça a été une période bénie pour le judo. Il y avait une entente, une cohésion unique. D'ailleurs, dans 2 articles du bulletin Encre de Chine, sans oser le dire, parce que je me suis dit, si j'écris que c'est merveilleux, ça va rompre le charme. Mais 2 fois, entre les lignes, mais on peut le décoder facilement, j'écris qu'il y a une entente exceptionnelle, enfin c'était pas les mots, hein, et que je forme le vœu que ça soit toujours comme ça. J'avais peur que ça changeait, ça a changé. Bon. Donc c'est 12... C'était aussi l'époque où vous êtes, je crois, devenu président de ce Conseil des Ceintures Noires, à l'époque de David Douillet, à peu près, parce qu'il était champion dans les années 2000, 2001, 2002. Oui, même à Atlanta, il me semble, la première fois. Oui, tout à fait. En quelle année vous êtes devenu président? 2000, responsable du Conseil. 2000. Donc avant, j'étais responsable de la commission. Il y a eu ce changement au niveau de la Ligue qui était, à mon avis, qui n'a pas été positif. Mais bon, on s'est regroupé au niveau départemental. Et là, j'ai été responsable, mais je travaillais quand même avec Robert Tandil, avec Michel Salzman. Et nous avions toutes les activités de cérémonie, de colloques, là c'est des détails, avec des choses très intéressantes que je vous raconterai si vous le voulez. Toujours grâce au rôle de Robert Tandil notamment. Robert Tandil m'a dit, il faut qu'on participe à la formation des dirigeants et qu'on aille aux universités d'été du judo. Parce qu'au niveau fédéral, c'était également formidable sous la houlette de Christian Servedanski, vice-président de la fédération,
quelqu'un également exceptionnel. Donc, il y a eu une conjonction, voilà, c'était le mot que je cherchais. Cette université d'été du judo, ça se déroulait à Paris? Non. Ça se déroulait dans différents endroits et celle à laquelle nous avons participé, Robert Tandil, moi-même et d'autres personnes de la Côte d'Azur, dont Christian Noir qui était un judoka en Côte d'Ivoire et professeur à l'UFR STAPS, un ami, se déroulait à Temple-sur-Lot, à Doucier, au Crêpes du Jura. L'ambiance était formidable chaque fois. Hein. Et c'est dans ces années-là, je crois, que vous avez créé la revue Entre deux Chines. C'est bien vous qui l'avez créée? Alors, la créatrice majeure, c'est Anne-Claire Gourmelon, qui a été directrice du tourisme de la station de Roubion notamment, qui est intervenue dans mon master de management du sport à Nice, qui était la jeune, qui avait été mon étudiante dans un master d'ingénierie culturelle de Paul Ras à la faculté des lettres, qui avait oublié et moi j'avais oublié. Et donc un jour je reçois un appel téléphonique, Monsieur Guarino, voilà, on m'a donné votre contact. L'idée, tout à l'heure vous parliez d'idée de projet, ça m'a fait sourire intérieurement parce que ces deux vocables je les ai eus côte à côte. J'avais eu l'idée d'un bulletin. Dans la fraction de seconde qui a suivi, c'est resté une idée, parce que je mesurais la difficulté. Je dirais même pas que j'ai renoncé, c'est que j'ai jamais eu l'idée de la concrétiser. Mais l'idée, je l'avais eue. Et quelques mois plus tard, là on parle d'un projet. C'est Anne-Claire Gourmelon, directrice des publications de la Fédération française. Je reviens sur la côte, j'ai le projet peut-être, je ne sais pas si c'était le mot qu'elle a employé, d'un bulletin. Je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire, que j'avais eu l'idée, mais j'ai dit je suis à vos côtés, voilà. Et en fait, nous avons été 4. Elle-même, créatrice non seulement du bulletin, mais du fantastique titre, Encre de Chine, ça c'est un titre hors norme. Robert Tandil, Stéphane Musin, qui était le directeur des CEDAC de Nice, ceinture noire de judo, du club de Plante de Grasse, qui est un ami, photographe émérite d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes en judo, hein. Alain Ponzanelli que vous avez vu, et moi-même, donc nous étions 4. Mais nous avons eu la confiance de tout le monde, même des gens qui n'étaient pas dans le groupe. Et donc, Anne-Claire a piloté le bulletin matériellement. On avait des échanges, hein, bien sûr, sur les contenus. Enfin, c'était pas cloisonné. Moi, plutôt au niveau des contenus, ça m'a permis d'être en contact avec de très nombreux. Il y a eu à peu près, jusqu'au numéro 19, il y a eu à peu près 130 contributeurs, dont Ezio Gamba, par exemple, le champion olympique italien, Offray, Jean-Luc Rouget plusieurs fois, Maître Courtine. J'en oublie beaucoup des champions régionaux. Cette revue est née quand exactement? Je crois que le premier numéro date de 2000, ou peut-être 2004, je me rappelle plus exactement. 2004 je crois. Ouais, je crois 2004. 2004. Donc en tous les cas, elle a été créée au début des années 2000. Tout à fait. Et je crois qu'il y a eu un moment où il y a eu une coupure. Il y a eu une brève coupure quand j'ai perdu tous mes fichiers informatiques. Et donc là, j'ai tout perdu. Et en quelle année il y a eu la vraie coupure? Je crois que la vraie coupure, c'est au numéro 19. C'était en 2011-2012. Le comité départemental de judo avait un rôle au niveau du bulletin, un rôle financier ou Oui. Je voulais que ce soit édité en papier. C'était environ 200 exemplaires et Philippe Rinaud finançait le bulletin. Enfin, c'était pas une somme astronomique. Hein. Et ce bulletin était envoyé au club? Il était diffusé très largement, non seulement au club, aux professeurs, dans les cérémonies. On profitait souvent d'une cérémonie pour le distribuer. Oui. Mais également, il était envoyé à la ville de Nice, aux institutions politiques. Il y a eu des mots de remerciement de Christian Estrosi, d'Éric Ciotti et d'autres. À la Fédération française, bien entendu. Tout le monde. Il était largement, à notre échelle, largement diffusé. Du coup, qu'est-ce qui a fait que le bulletin a été relancé plus tard? C'est que Robert Tandil a souhaité le relancer. C'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de bon. Et le Lyonnais acceptait. Mais en version électronique, ce qui, moi, me plaisait moins. Que ce soit dédoublé en version électronique, oui, formidable. Mais ça a rabaissé les coûts considérablement en réalité de ne pas le faire imprimer. Oui, mais il y a des articles extraordinaires. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que sur le judo universitaire, je vous ai dit 1/10 de ce qu'il y aurait à dire. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes certainement, enfin si j'en juge par votre approche. Est-ce qu'il y a eu des colloques que vous avez organisés? Tout à fait, il y a eu des colloques, mais il y a autre chose aussi. Le rôle de Marcel Pietri, enfin il y a l'attribution d'un trophée. Il y a beaucoup de choses à raconter. Je vous en ai dit 10 à 15% sur le judo universitaire. Et sur l'activité du Collège Ceinture Noire également, je vous en ai dit à peu près 20%, même pas. J'ai vu que M. Morato avait énormément d'archives non numérisées à propos du collège. Oui, certainement. Il les a conservées, ça a été un des seuls, mais malheureusement il est souffrant. Et moi, franchement, j'ai vu le nombre de trucs qu'il y aurait à regarder, trier, etc. J'ai pas la force de faire ça tout seul, c'est impossible. Mais ce serait intéressant de faire un historique du collège, au moins pour les Alpes-Maritimes, de voir quels ont été les grands événements mis en place, quels ont été les plus grands acteurs. Alors justement, à propos de souvenirs, est-ce qu'il y a des éléments qu'on a oubliés dans cette interview de votre parcours qui sont importants, qui vous semblent importants? Oui.
Lesquels? Dans le conseil, dans le collège ceinture noire, dans le judo universitaire et dans d'autres domaines. Mais ce serait long. Donc s'il y a des gens ou des événements qui font partie de l'histoire du judo, que ce soit au niveau régional ou national, que vous connaissez et dont on n'a pas parlé, ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Tout à l'heure, je pensais par exemple, mais il y en a des dizaines d'autres. Thomas Rouquette, par exemple, qui a été le président de Cagnes également. Il y a eu pas mal de présidents qui sont succédés à Cagnes, au judo club de Cagnes, et qui vit une grande partie du temps au Japon. Il est d'ailleurs journaliste pour le magazine L'Esprit du judo. L'Esprit du judo, ouais. Voilà. Il est journaliste. Il est correspondant pour le magazine? Oui, il a un rôle important à mon avis. Et il a été président du judo club de Cagnes-sur-Mer. Exactement. C'est quelqu'un qui connaît bien le judo japonais, par exemple, et qui connaît assez bien le judo azuréen aussi, hein. Thomas Rouquette. Il a été peut-être pas assistant ou moniteur à la fac de droit. C'est un juriste. D'accord. Et il vit donc une partie du temps au Japon, genre 6 mois là-bas, 6 mois ici? Si c'est pas la plupart du temps même. Ok. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à dire sur votre parcours, un conseil, quelque chose que vous aimeriez transmettre, une idée? C'est en général la dernière question, c'est ce que j'appelle le mot de la fin. C'est un mot très, très sincère de remerciement. De remerciement pour tous ceux qui m'ont conduit à pratiquer le judo, tous ceux qui m'ont initié au judo et qui ont été des modèles pour moi, non seulement des modèles sportifs bien sûr, mais avant tout des modèles dans l'état d'esprit. Et parmi eux, donc, il y a tous les maîtres passés et actuels que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas pu citer. Mais voilà, ce sont autant entre guillemets, de jalons souriants et parfois même rayonnants au présent, mais malheureusement un petit peu dans mon rétroviseur en même temps.